Donc je voulais faire un petit focus sur le repérage amiante avant travaux, sans toutefois redire ce qui a été dit par Monsieur Francis de l'Inspection du Travail. En commençant par quelques rappels, pour insister sur le fait que de l'amiante, il y en a partout. Quand on dit partout, c'est qu'il y en a dans les sols, les murs, les plafonds, les toitures, les enduits de peinture sur les façades, les canalisations, et j'en passe. Du coup, qui est concerné ? Tout le monde. Aussi bien les propriétaires des bâtiments quand ils vont faire leurs opérations de maintenance, mais aussi les utilisateurs des bâtiments. Quand on parle d'utilisateurs de bâtiments, c'est tous ceux qui sont dans le bâtiment, qu'ils y sont de près ou de loin. Donc les entreprises qui font les opérations de maintenance, mais les locataires par exemple pour les logements, les employés pour les bâtiments. La date retenue, c'est le 1er janvier 1997, qui émane d'une loi qui date du 24 décembre 1996, qui interdit totalement l'utilisation de l'amiante en France. Alors, le repérage amiante avant travaux émane du dossier technique amiante. Et le repérage avant travaux n'est qu'une partie du dossier technique amiante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans le dossier technique amiante, qui sera développé par mon collègue de Veritas tout à l'heure, c'est le code du travail qui rencontre le code de la santé publique. C'est pour ça que des fois, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. On va essayer de démystifier tout ça tout au long de la journée. Donc, un petit schéma pour vous expliquer ce que c'est qu'un dossier technique amiante, dans lequel ou à quel endroit s'intègre le repérage amiante avant travaux. Une précision toutefois, quand on est propriétaire d'un bâtiment qui a été construit avant 1997, l'élément qui permet la communication, c'est la fiche récapitulative. Cette fiche est une fiche qui est sous la responsabilité du maître d'ouvrage et c'est cette fiche qui doit être communiquée aux utilisateurs. L'utilisateur n'a pas à voir un repérage avant travaux ou à démolition ou un plan de retrait ou des consignes de sécurité. Tout est repris dans la fiche récapitulative. Quand vous êtes utilisateur d'un bâtiment, ou quand vous êtes parent d'élèves et que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans l'école, c'est cette fiche récapitulative que vous devez demander au directeur de l'école. Alors, insistons quand même sur l'arrêté du 16 juillet 2019 qui émane donc de la loi travail, comme a été repris tout à l'heure par M. Francis. 6 points importants en ce qui concerne les relations entre le donneur d'ordre et l'opérateur de repérage. Donc l'opérateur de repérage doit être certifié avec mention. C'est pas peut-être, il doit. Quand on dit certifié, ça veut dire aussi qu'il est assuré au sein de son entreprise. Il est porteur de l'attestation de sous-section 4. Sous-section 4, tout simplement parce que cette partie du Code du travail est dans la sous-section 4, qui explique les travaux de maintenance. La sous-section 3 va expliquer les travaux de désamiantage. L'obligation du donneur d'ordre est de communiquer toutes les informations nécessaires à la réalisation de la mission de l'opérateur. Le donneur d'ordre n'impose pas la méthodologie de l'opérateur. Premièrement, parce qu'elle est décrite dans la norme NFX 46020 et que c'est son métier. L'opérateur détermine son action. Mais pour qu'il détermine son action, il faut qu'on lui donne des éléments. Donc si le donneur d'ordre au départ ne communique pas les éléments, vous comprenez bien que c'est très compliqué pour l'opérateur de repérage de savoir qu'est-ce qu'il doit faire exactement. On reviendra sur ça un petit peu par la suite. On ne peut plus juger directement. C'est-à-dire que les lois antérieures permettaient à l'opérateur de dire c'est de la tôle fibrociment, du coup c'est amianté et je ne fais pas de prélèvement. C'était un jugement personnel. C'est interdit depuis cet arrêté du 16 juillet 2019. L'opérateur transmet son programme de repérage, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage n'est pas surpris
du nombre d'échantillons, de là où les prélèvements vont être effectués. Il le sait dès le départ, parce que le programme est donné au donneur d'ordre, quelque part à la signature du devis ou de la mission. Et il est possible de réaliser un pré-rapport. Un bémol par rapport à cet arrêté, il est possible de contourner l'arrêté, mais, c'est pour ça que j'écris en gros, mais il faut respecter scrupuleusement une analyse prudente de la situation. Par exemple, la norme et les arrêtés nous disent qu'on doit prélever 2 fois par matériau et 1 fois par produit. Vous imaginez que si on a 1 mètre carré de faïence, prélever 2 fois, c'est un peu bête. Donc, mais c'est un écart à la norme, il faut le noter dans le rapport. Il y a d'autres cas où on peut ne faire qu'un prélèvement au lieu de 2, mais il faut avertir le donneur d'ordre et tout ça doit être consigné dans le rapport de repérage. Attention sur ce qu'on a mis partout en Martinique, c'est-à-dire le technicote, qu'on a appelé l'enduit de débulage ou l'enduit de finition, tout simplement. Pourquoi ? Parce que quand on décoffre un mur, il y a des endroits, ils sont lisses, il n'y aura pas besoin de mettre de technicote pour réparer. Par contre, au décoffrage, il peut y avoir des épaufrures, il peut y avoir des nids d'abeilles qui vont être comblés par du technicote. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir des taches de technicote sur un mur. L'opérateur de repérage, lui, il fait un prélèvement. S'il tombe sur un endroit où il n'y a pas de technicote, il va dire que le mur n'est pas amianté. Toutefois, il est possible qu'à d'autres endroits du même mur, il y ait des endroits où il y ait de l'amiante. Parce que comme on n'était pas là au moment de la construction, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Mais c'est très souvent ce qu'il s'est passé. Du coup, ce n'est pas parce qu'il y a l'opérateur dit qu'il n'y a pas d'amiante qu'au final, il n'y a pas. Il faut être très vigilant. Et ça, c'est le travail de l'opérateur de repérage. Un rapport de repérage informe de la présence d'amiante dans un bâtiment. Pour ça, il doit maîtriser le contexte. Et c'est là où c'est pas évident, vous avez bien compris, c'est que comme on n'était pas là au moment de la construction, c'est difficile d'avoir l'historique. Et un bâtiment, ça vit, on peut démonter, on peut construire, redémonter, reconstruire, et du coup, on n'a pas tous les éléments en notre possession pour savoir exactement ce qui s'est passé. Du coup, c'est important de définir pour le maître d'ouvrage le programme des travaux. Quand, par exemple, dans un bâtiment, on dit je vais refaire juste les sanitaires, par exemple, l'opérateur de repérage va s'intéresser aux sanitaires. Le repérage avant travaux, il va s'occuper des sanitaires. J'ai vu quelquefois des repérages qui parlent des sanitaires et le maître d'ouvrage dit on va faire les autres pièces à côté. Il n'y a pas d'amiante là, donc non, ça ne marche pas comme ça. Le programme de travaux et le périmètre des travaux doit être précis par rapport aux travaux que l'on fait. Si le rapport parle des sanitaires, on va considérer les sanitaires. On ne peut pas, de nous-mêmes, étendre les travaux. C'est pour ça que dans le repérage, le rapport, il y aura toujours, comme cet exemple, le périmètre et le programme de travaux notés avec précision. Un petit point particulier sur les ZPSO, les zones présentant des similitudes d'ouvrage. Important pour l'opérateur de repérage de faire une visite préalable de façon à ce qu'il puisse déterminer ces ZPSO. C'est la détermination de ces zones. Alors ça peut être un mur, ou un mur qui a le même aspect mais sur tout le bâtiment, un plafond avec des dalles, par exemple, mais sur tout le bâtiment, ça fait une zone. La zone, on peut l'étendre soit en horizontal sur un même niveau, mais on peut aussi, c'est un peu plus dangereux, mais on peut le faire sur des étages différents.
Ça, c'est l'opérateur de repérage qui décide, avec les éléments qu'il a en sa possession. Cette zone, elle est caractérisée par un élément témoin. C'est-à-dire que l'opérateur de repérage va prélever sur cette zone un élément qui va dire c'est un élément témoin. Et il va regarder à plusieurs endroits de cette zone si c'est le même élément témoin. De cet élément témoin, il va décider que 1, 2 éléments témoins vont devenir des échantillons, donc c'est des prélèvements qui vont partir au laboratoire. Et c'est l'analyse de ces prélèvements qui vont permettre à l'opérateur de cartographier le bâtiment, comme vous le voyez ici. Donc là, vous avez une façade où il y a eu sur la partie gauche un certain nombre de prélèvements d'effectués. Sur la partie droite, parce que je n'ai pas pu mettre ça dans l'ordre, sur la partie droite, les éléments amiantés qui sont revenus, et en dessous, la légende. De cette façon-là, le désamianteur ou l'entreprise qui va faire les travaux de maintenance va avoir sur une cartographie l'ensemble des éléments amiantés. Aussi bien pourquoi ils sont amiantés, c'est-à-dire qu'il y a des prélèvements qui ont été faits, et puis une zone qui est caractérisée. Je vous donne un point particulier du repérage avant travaux qui collecte l'ensemble des éléments avec le numéro des zones, le nombre de prélèvements, ce à quoi ça correspond, et la quantité de matériaux estimée. Entre parenthèses, cette quantité de matériaux n'est qu'une estimation. Le désamianteur, s'il doit prendre le rapport pour désamianter, refera son calcul et redonnera ces éléments. Ce n'est qu'une estimation. Je vous ai parlé du Technicote et je vous montre une photo pour que vous compreniez bien que le Technicote, on ne l'a pas mis de façon uniforme sur un bâtiment. Et du coup, il faut être très très vigilant sur tous les bâtiments en Martinique, que ce soit sur les sols, les murs et les plafonds. Quand je dis plafond, je parle des poutres. Quand je parle des murs, je parle aussi des poteaux. Donc, il faut rester très vigilant par rapport à ce qu'on a fait chez nous. La cartographie, je vous donne simplement un exemple pour vérifier que, en fonction des prélèvements, on a un rapport qui donne un élément précis pour un non-sachant, pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier de repérer l'amiante. Mais en tout cas, nous, notre métier, c'est de dire, afin de protéger la santé et de mettre des protections nécessaires pour les employés qui vont intervenir. Un opérateur de repérage peut intégrer dans son rapport un certain nombre de réserves. Les réserves, elles vont être là, par exemple, lorsque un local n'a pas pu être visité. Perdu la clé, le donneur d'ordre n'est pas là, donc on ne peut pas rentrer. Mais on ne peut pas considérer un bâtiment dans son intégrité totale si un élément n'a pas été visité. Du coup, on est obligé de faire un pré-rapport. Alors, il y a une discussion avec le maître d'ouvrage pour dire, attendez, vous me donnez une mission, mais je ne peux pas rentrer, faites en sorte qu'on puisse rentrer de façon à éviter un pré-rapport. Mais la loi le permet. Quand on fait un rapport avant démolition, par exemple, il y a des éléments qu'on ne peut pas investiguer parce qu'ils sont sous la construction. Par exemple, les réseaux enterrés. Ces réseaux enterrés font partie d'une réserve. C'est une réserve qui est normative et qu'on peut intégrer au rapport pour dire au maître d'ouvrage, attention, vous me demandez une démolition, mais vous allez me rappeler quand vous aurez démoli une partie du bâtiment pour que je revienne investiguer ce qui est en dessous. Ça fait partie du contrat. Il nous est arrivé de faire des rapports avant travaux, avant démolition, où on demande de regarder les menuiseries. Quand on regarde une menuiserie, il faut regarder les joints qui sont sous la menuiserie. Vous imaginez bien que dans un logement, on ne va pas couper la menuiserie pour voir le joint qui est en dessous, et puis laisser la menuiserie en vrac, si je peux me permettre.
en attendant que le bâtiment soit rénové ou démoli. Du coup, ça fait partie d'une réserve aussi. On dit au maître d'ouvrage, attention, vous me demandez d'intervenir sur menuiserie, mais je ne peux pas parce que je vais détruire, je ne peux pas faire autrement. Et on ne peut pas laisser les gens à l'intérieur d'un bâtiment avec des menuiseries démontées. Enfin, pour terminer, je vous ai parlé tout à l'heure vitement des rapports et des pré-rapports. Lorsque la mission de l'opérateur est achevée, et il peut intervenir plusieurs fois, parce que le rapport d'analyse peut induire en erreur les conclusions à apporter. Du coup, une deuxième campagne de prélèvement peut être nécessaire. La mission est achevée, on peut écrire un rapport. Et en tête, c'est écrit « rapport de repérage ». À partir de ce moment-là, le maître d'ouvrage peut utiliser ce document pour faire des travaux de maintenance ou travaux de démolition. S'il y a une réserve, on continue notre rapport, mais on met la réserve, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Si toutefois il y a un local qui n'a pas pu être visité pour X, Y raison, et que ce n'est pas possible dans le temps de la mission, c'est un pré-rapport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vous, le maître d'ouvrage, c'est que si l'opérateur de repérage écrit pré-rapport, ce document ne vous sera utile que pour estimer des travaux, mais vous ne pourrez pas faire de travaux avec ce document. C'est interdit. Bonjour. Dans toutes les présentations, on parle beaucoup de bâtiments, mais on ne parle pas de tout ce qui est voirie, parking. Qu'en est-il concernant l'amiante pour les matériaux de voirie, de parking et des choses comme ça? Alors, vous faites bien de le remarquer. La voirie ou les routes font partie des éléments bâtis d'un point de vue du législateur. Donc, je n'ai pas fait de laïus par rapport à ça spécifiquement, mais dès lors qu'on a des travaux sur une route, le prélèvement de l'enrobé est obligatoire. J'entends souvent, oui, mais en Martinique, il n'y a pas d'amiante dans les enrobés. Peut-être, mais le prélèvement est obligatoire. Quand on démolit un bâtiment, s'il y a de l'enrobé qui touche le bâtiment, le prélèvement de l'enrobé est obligatoire. Parce que lorsqu'on va démolir, forcément, on va toucher l'enrobé. Quand je parle d'enrobé, c'est ce qu'on met le macadam sur les routes aussi. Ça répond à votre question ? Oui, mais du coup, quel est le process justement s'il y a de l'amiante sur les voiries, sur les parkings? Je ne sais pas comment on fait justement une bâche étanche pour retirer. Comment ça se passe le désamiantage? Ce sera un petit peu long pour vous expliquer, mais le protocole existe et est écrit par les entreprises les entreprises de désamiantage, et qui vont aussi gérer les déchets. Parce qu'au-delà de l'amiante dans l'enrobé, il y a aussi les hydrocarbures aromatiques polycarboniques, qui, eux, ne permettent pas la réutilisation du déchet. Donc là, on parle d'économie circulaire. Et du coup, le HAP est intéressant à repérer, est obligatoire à repérer aussi. Mais dans tous les cas, que ce soit sur les routes ou sur les bâtiments, il faut toujours faire appel à des entreprises spécialisées. Quand on parle d'entreprises spécialisées, ça a déjà été dit, mais je vais le rappeler, il faut que les employés soient formés, que l'entreprise soit assurée et que tout soit en conformité. Quand je parle de conformité, ça veut dire que l'entreprise peut prouver qu'elle sait gérer ses déchets, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez parlé des zones présentant des similitudes d'ouvrage, les zones ZPSO. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu les avantages et les inconvénients de faire la ZPSO, et est-ce que c'est à la demande du maître d'ouvrage ou est-ce que c'est à la demande du diagnostiqueur que ça se fait automatiquement? C'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Au revoir. La ZPSO n'est déterminée que par l'opérateur de repérage. Encore une fois, si vous vous souvenez des premières slides, le maître d'ouvrage ne doit pas intervenir dans la réalisation du programme des travaux de l'opérateur. Le maître d'ouvrage n'a comme obligation que de dire « je vais faire des travaux là et je vais faire tel type de travaux ». Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais
le législateur a décidé, donc en 2019, de créer des zones similaires présentant des similitudes d'ouvrage, mais il n'y a que l'opérateur qui peut dire ben, ce plafond-là, je vais l'associer avec le même plafond qui est à l'étage du dessus ou dans la pièce d'à côté. On peut en discuter. Parce que ce qui est important de voir dans cet arrêté du 16 juillet 2019, c'est qu'il y a une communication possible entre le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, et l'opérateur de repérage. Pardon. Ce qui n'était pas écrit avant. Aujourd'hui, c'est écrit, et cette communication, elle existe. Et souvent, il nous arrive de dire, ben, on était juste en prélèvement au départ parce qu'on pensait qu'on pouvait faire des zones similaires facilement, et on s'aperçoit au retour d'analyse que ben, là, on a un échantillon qui est positif, et à côté, sur le même matériau, sur le même élément témoin, on a un élément négatif. Et quand on a un positif, un négatif, la conclusion est impossible. Du coup, une deuxième campagne est nécessaire, et c'est dans ce cas-là, et dans ce cadre-là, que la discussion existe, et qu'on parle tous de la même chose.